Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire Zoom Actu. Au sommaire de notre émission, une question qui suscite de nombreux débats. Notre société est-elle aussi violente que nous l'apercevons? L'augmentation de la violence est-elle un phénomène contemporain avéré? Alors pour y répondre, nous avons invité Patrick Braouzek, bonjour. Bonjour. Député de Seine-Saint-Denis, ancien maire de Saint-Denis et actuel président de la communauté d'agglomération Pleine Commune. À vos côtés, Yannick Dagnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué national du syndicat Unité Police, majoritaire lors des dernières élections professionnelles. À ma droite, Francis Bayot, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS sur les questions de la jeunesse. Et Patrick Mignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant et chercheur en sociologie. Alors la première forme de violence qui revient régulièrement au cœur de l'actualité et qui est d'ailleurs au centre du film Au cœur de la haine, c'est la violence de certains groupes de supporters. On regarde un extrait. Alors, Monsieur Mignon, je rappelle que vous êtes chargé de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes également chercheur au laboratoire de sociologie du sport de l'INSEP, en charge notamment de l'étude des mouvements de supporters ultras dans le milieu du football. On a vu le personnage de Squall, le chef du groupe des ultras dans ce film et dans ces images. Est-ce que c'est la règle dans les mouvements de supporters ? On peut avoir des supporters, une vision, enfin des supporters violents, une vision romanesque et démoniaque. La question de la violence est un petit peu compliquée parce que c'est à la fois des personnalités qu'on peut distinguer et puis sont des situations. Donc ce qui est certain, c'est que les supporters tels qu'on les voit dans les événements récents sont organisés en groupe, qu'il y a de plus en plus de formes, si on veut, d'organisation par rapport à des attaques contre d'autres supporters, mais qu'en même temps, il y a aussi toute une dynamique qui est liée à la situation du match. Est-ce que vous avez observé une augmentation ou une modification des comportements violents chez ce type de supporters? Tout dépend de la période qu'on prend en considération. Si on se prend sur l'histoire longue, vous avez peut-être, sans doute aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, beaucoup plus d'incidents autour du football qu'il y en avait il y a 30 ou 50 ans, mais en même temps, dans la période de 30 ans, ce sont des cycles. Vous avez des cycles d'extrême tension avec beaucoup de violence et puis des cycles qui sont beaucoup plus calmes. C'est ça qu'il faudrait pouvoir expliquer. De l'époque Ça dépend un petit peu du renouvellement des générations de supporters, ça dépend aussi des contextes dans lesquels, qui sont à la fois nationaux et sociaux, puisque certains pays vont être plus en avant à certains moments et d'autres à d'autres moments. Certains clubs vont être plus en avant à d'autres moments. Il y a à la fois des logiques sportives et des logiques qui sont liées à la dynamique des groupes de supporters. La France, comment elle se situe par rapport aux autres pays? Dans une situation, j'irais ma foi, pas très l'échelle de gravité. On a des manifestations qui sont très loin de ce qu'était l'Angleterre il y a quelques années, qui sont très loin aussi de ce qu'on connaît en Italie actuellement, et très loin de ce qu'on connaît dans les anciens pays de l'Est. Je pense à des pays comme la Hongrie ou la Pologne ou la Russie. Un dernier mot, est-ce qu'il s'agit d'une violence qui est exclusivement liée au football? Oui, pour ce qui concerne la question des supporters, c'est lié au football. Maintenant, sur la question de la violence autour du sport, le football, c'est le sport le plus important, il y a le plus de monde, donc il se passe beaucoup plus de choses. Par contre, on sait aussi qu'en rugby, dernièrement encore, dans la presse, il y avait la relation d'un incident entre deux petits villages des Pyrénées, où les spectateurs ont attaqué les joueurs. Voilà. Monsieur Dagnaud, je rappelle que vous êtes porte-parole du syndicat Unité Police. Quelles sont les spécificités de la violence des supporters ultras du point de vue des forces de l'ordre? On va dire qu'il y a une évolution notée par mes collègues qui sont chargés de ce secteur-là, une évolution qui
tend plus vers les dérives urbaines, des affrontements entre bandes, comme ça s'est passé entre bandes de supporters, parfois même d'un même clan, d'un même club, comme ça s'est passé il y a quelques semaines au Paris Saint-Germain, où par rapport à un mouvement, les premiers supporters se sont retournés vers les forces de l'ordre, vers les CRS qui étaient implantés, et on a eu à faire face à des formes de guérilla, où tout sert de projectile vis-à-vis des forces de l'ordre, on s'attaque au mobilier urbain, et en contrepartie, un barrage avait été établi, avec des failles, comme ça peut malheureusement exister, et nous sommes toujours autour du stade où il y a eu un affrontement de bandes, comme on peut le voir dans les cités, qu'on peut le voir dans les zones sensibles, et c'est un réel problème pour nous, parce que cette évolution-là n'était pas, quelque part, prévisible en tant que supporter de club de sport. Mais il n'y a pas de spécificité, donc c'est une violence aveugle. Oui, absolument. Et puis, je pense qu'on en reparlera par la suite, aussi par la déstructuration des associations de supporters qui, en fait, d'apporter un remède, a des effets néfastes, puisqu'on ne peut plus suivre ce qui était encadré auparavant, n'est plus comment dire, structuré de la même façon aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 500 appartenant à une association que nous pouvions suivre, cibler, aujourd'hui, ce sont 500 supporters qui ont accès au stade de façon individuelle et qui, au sein du stade, vont pouvoir se regrouper. À noter également que les violences au sein des stades ont quand même été réglées pour la plupart. Et encore une question à propos du film qu'on vient de voir, Au cœur de la haine. L'un des personnages du film, c'est Eric, le SDF, qui connaît un sort tragique. Est-ce que vous avez, Monsieur Dagneau, des informations précises sur les formes de violence dont sont victimes les sans domicile fixe? Alors, curieusement, je n'ai pas trouvé d'études françaises sur le problème des SDF et la violence vis-à-vis des SDF ou interne au SDF. Par contre, les États-Unis ont produit une étude en 2008 et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une hausse des violences, notamment chez les jeunes, vis-à-vis des sans domicile fixe. Des plus faibles, des plus démunis. Absolument, ouais, c'est pour le moins curieux. Par contre, nous, ce que l'on gère en France, ce sont souvent les conflits que l'on trouve en interne au SDF, qui sont souvent liés à la boisson, souvent liés à la misère, ça on s'en doute bien, mais voler le peu que celui en face de nous, avec également des problèmes de structure d'accueil des SDF en France, qui s'est fait jour par rapport à la période de grand froid que nous avons eu cet hiver, où on s'aperçoit que la France ne dispose pas de structures suffisantes, saines, propres, pour accueillir ces pauvres gens. Francis Baillot, c'est symbolique de notre société, ces jeunes qui s'attaquent aux plus démunis, aux SDF? Oui, je pense, c'est quelque chose qui a toujours existé, qui est propre à une société en crise, c'est-à-dire que les plus faibles sont ceux qui souffrent le plus. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans notre société, le symbole de cette pauvreté, de ce déclassement, c'est les SDF qu'on nous met en scène à épisodes réguliers, c'est-à-dire au début de chaque hiver, et qu'on oublie dans peu de temps, c'est-à-dire au début du mois d'avril. Il meurt plus en été qu'en hiver. Absolument, et de ce côté-là, on voit bien, avec une espérance de vie qui est d'à peu près 50 ans à la place de 70, 75 pour les hommes et 80 pour les femmes. Monsieur Dagneau, d'une façon plus générale, quels sont les outils dont nous disposons pour mesurer cette violence? Est-ce que ces outils sont adaptés d'ailleurs? Je vous dirais non, parce que l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale est directement lié au système administratif. Donc en fait, ces chercheurs, ces statisticiens travaillent avec des outils qui leur sont donnés et par les services de police et par les services de gendarmerie, avec toutes les imperfections que l'on peut comprendre aujourd'hui par rapport à cette dictature du chiffre qui a été initiée au ministère de l'Intérieur depuis maintenant une dizaine d'années, où le déroulement de carrière, l'avancement est directement lié au bon résultat. Donc on a du mal à concevoir que les chiffres fournis sont très objectifs dans la mesure où la personne qui va les fournir, si elle veut avoir le bon point en fin d'année pour son avancement, pour ses primes, pour ceci, pour cela, eh bien, elle peut éventuellement fausser. Je vous donne des exemples. C'est-à-dire diminuer les chiffres. Masquer la vérité. Masquer la vérité. On prend, j'aime bien, parce que je parle toujours de ma Bretagne, le festival interceltique de Lorient l'été dernier, on s'aperçoit que mois d'août, festival interceltique, donc beaucoup plus de faits délictueux, on s'aperçoit que en fin août, plutôt que de saisir les statistiques sur fin août, on va le reporter sur septembre, qui sera un mois meilleur, et le directeur départemental, le préfet, seront peut-être moins facilement réprimandés au niveau de la place Beauvau. Donc en fait, les chiffres, il faut avoir un regard très critique dessus, parce que nous, première organisation syndicale, disons que même si nos collègues font bien leur travail, il y a un moment donné, on pipe les dés.
Et ça, ce n'est pas normal. Alors avant de poursuivre, je vous propose de regarder un extrait d'un autre court-métrage réalisé toujours par le BTS audiovisuel du lycée Sugère, un extrait intitulé « Au clair de la rivière ». Retournement de situation dans une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre depuis samedi. La mère de la petite fille de 10 ans poignardée samedi dernier à Ramonville est désormais soupçonnée. Ce nouveau fait divers relance le dossier de la violence parentale faite sur les enfants. Nous sommes donc évidemment ici dans le cadre d'une toute autre forme de violence, celle qui concerne les enfants. Monsieur Baillot, vous êtes chercheur, sociologue, spécialiste entre autres de la violence scolaire. Les formes de violence présentées dans ces deux films et leurs victimes, notamment les enfants, vous semblent-elles procéder d'un phénomène contemporain malheureusement ? Il est toujours très difficile de répondre à ces questions d'une manière absolue parce que, si vous voulez, une violence telle qu'on vient de la voir met en scène au minimum 3 protagonistes. La personne qui a priori est responsable de l'acte, celle qui l'a subi et celle qui l'observe et qui va la rapporter, ou elle va être classifiée dans des faits, dans des statistiques dont parlait monsieur tout à l'heure. Et donc, ces 3 protagonistes minimum bougent. Donc il est très difficile de dire à telle époque qu'on n'est plus violent, c'est-à-dire un espèce d'absolu. Par contre, ce dont on se rend compte ces derniers temps, quand on travaille sur une relativement longue période, c'est une modification, un déplacement de ce qu'on appelle plus classiquement la délinquance, c'est-à-dire de ce qui arrive aux organes chargés de réguler le fonctionnement social. Alors, on se rend compte de quoi? Ce qu'on appelle généralement la délinquance traditionnelle, c'est-à-dire le vol, l'agression, etc., le cambriolage au niveau des jeunes, je parle pour les jeunes, a tendance à diminuer ces derniers temps. Ça représente en gros un tiers, quand on regarde les chiffres sur une trentaine d'années, un tiers de ce qui arrive. On est par contre impressionné par autre chose, c'est qu'il y a une augmentation assez forte sur ces dernières années de la violence interindividuelle et également de la violence contre les institutions ou contre les représentants des institutions. Et aujourd'hui, si vous voulez, cette violence traditionnelle de la jeunesse, qui allait du vol de voiture au vol de mobilette, représentait à peu près, dans les années 70, 80% des faits que la police et la justice traitaient. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 30%, mais ces faits contre les institutions, contre les porteurs d'autorité, qui étaient inexistants dans les années 70, représentent à nouveau 30%. À peu près actuellement. Donc on a en gros 3 tiers, et c'est vrai que ça c'est très problématique parce qu'on est actuellement dans une augmentation du chiffre global, et ce chiffre global il est porté essentiellement par ce type de fait, c'est-à-dire un espèce de blocage dans notre société, un antagonisme qui ne fait que s'exacerber qu'entre les jeunes et les autorités. Vous travaillez, M. Brauzek, sur cette question de la violence? Il y a bien sûr... c'est toujours difficile à mesurer parce que j'ai quand même souvenir que il y a 30, 40, 50 ans, toutes les violences qui étaient des violences intimes, des violences personnelles, on ne les avouait pas. On en avait honte. Et les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, les histoires de famille, comme on disait à la mode de Bretagne ou autre, j'en ai connu. C'était des affaires étouffées qu'on réglait ou qu'on ne réglait pas dans le cadre intime, le cadre familial. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus public et c'est vrai que ça prend une dimension sans doute importante et on s'aperçoit que ces violences, elles sont très fortes. Bien souvent, d'ailleurs, ces violences, elles sont aussi dues à des violences que j'appellerais primaires. C'est rare, même si ça arrive, que dans des milieux où finalement tout va bien, ces violences s'expriment. Ça devient effectivement quelque chose de plus courant quand vous avez au sein d'une famille, et parce que ces familles vivent sur le même toit,
Il faut voir aussi ce qui se passe aujourd'hui dans certaines cités populaires où vous avez sous le même toit 3 générations, totale, voire même des fois 4 générations entre l'arrière-grand-père et l'arrière-petit-fils, parce que les décohabitations ne peuvent pas se faire. Et ça, c'est source de tension quand vous êtes dans des contextes comme celui-ci. Donc c'est sûr qu'il y a une augmentation, mais une augmentation qui est liée à des facteurs, des raisons sociales, et aussi du fait parce qu'on en parle plus. Alors, il n'y a peut-être pas forcément augmentation, mais on en parle plus, et c'est plus connu. Monsieur Mignon, peut-être une réponse sur cette question de la violence? Enfin, si on prend le cas des supporters, ce qui a été dit, par exemple, les supporters, c'est une violence qui est visible, parce que vous avez un match tous les samedis soirs, vous avez un récit sur ce qui s'est passé tous les samedis soirs, donc effectivement, vous pouvez dire, sur cet exemple-là, avoir le sentiment que les choses augmentent parce que vous avez une visibilité, ce qui effectivement n'est pas le cas de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, où là, on est effectivement dans le secret des familles. Mais là encore, sur les supporters, on voit bien aussi qu'une des questions, c'est évoqué tout à l'heure, c'est la violence des forces de l'ordre, mais quand même une grande partie de la violence, c'est celle entre supporters, donc entre jeunes. On est aussi dans ce cas de figure où la violence s'exerce dans un même groupe. Sauf que là, ils sont sous le faisceau des caméras. Oui, Monsieur Baillot. Sur ce plan-là, simplement, si vous voulez, pour donner une image, on peut reprendre par exemple un film d'il y a 40 ans, La guerre des boutons, qui était typique des batailles de jeunes. Vous vous imaginez dans quelles conditions cela se déroulerait aujourd'hui? Il y aurait immédiatement une brigade de CRS, il y a des incriminations pas possibles, ça serait traduit au niveau judiciaire, c'est-à-dire qu'on a notre regard, notre acceptation a complètement changé. Et la guerre des boutons, si vous le regardez avec cette loupe, c'est quelque chose de violent. Je dirais. Nous sommes passés du lance-pierre aux armes à bien feu sûr, c'est vrai. qui circulent d'une façon générale. Il y a eu ce problème-là aussi intégré. Dans l'arsenal, il y a eu crescendo. Mais moi, j'étais enseignant pendant 20 ans à Saint-Denis. Ma première année d'enseignement en 1971-72, c'était hier, je me suis retrouvé face à un couteau en classe. Donc ces phénomènes-là... Et comment vous avez géré? Je l'ai géré. Le couteau, on l'a reposé, et puis on a eu une discussion avec un môme qui vivait des trucs, qui pouvait expliquer son geste. La médiatisation de tout ce qui se passe en milieu scolaire est quelque chose aussi sur lequel on devrait réfléchir. Je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup plus d'actes, ils sont sans doute plus violents, avec des tensions encore plus fortes, mais c'est des choses qui existaient auparavant. Un jeune qui se fait poignarder dans l'enceinte de son lycée, ce sont des choses qui arrivaient, qui sont toujours survenues. Et si vous voulez, il y a aussi un autre phénomène dont il faut prendre conscience. Par exemple, cette histoire de violence, on le voit très bien dans les statistiques policières, ça a posé un problème à un moment donné. Vous prenez les téléphones portables, qui est l'objet de consommation qui a remplacé la mobilette ou le vélo il y a 60 ans. Avant, un vol de vélo, il était enregistré comme vol de vélo, comme vol de mobilette ou comme, à la limite, vol de voiture quand c'était une 2 chevaux. Aujourd'hui, avec les systèmes de sécurité ou le téléphone portable, c'est systématiquement enregistré comme vol avec violence. Parce que pour prendre un téléphone, il faut s'attaquer à la personne. Une voiture, vous ne pouvez plus bricoler les fils d'une 2 chevaux. Pour rentrer dans la voiture, vous êtes obligé de passer par le conducteur. De la même manière pour les appartements. Et donc, si vous voulez, on a toujours eu cette escalade technologique, elle n'est pas nouvelle, mais c'est vrai qu'il y a un effet médiatisation et il y a un effet crise qu'il ne faut pas oublier. Monsieur Braouzek, vous êtes le député d'un département, la Seine-Saint-Denis, dont le nom est souvent associé à la violence. Est-ce que cette image repose sur une réalité, évidemment, et est-ce que vous la combattez? Elle repose sur une partie de réalité, mais je suis convaincu que la Seine-Saint-Denis n'est simplement que le révélateur d'un mal plus profond. J'ai tendance toujours à dire, moi, que ce n'est pas parce que la banlieue va mal que la société va mal, c'est parce que la société va mal que des banlieues vont mal. Et que certaines banlieues, voilà. C'est là où on concentre effectivement le plus de difficultés sociales. Mais vous savez, je pense que, quelques exemples ont été cités, que cette violence, elle est très très forte aussi en milieu rural. Elle est moins spectaculaire. C'est sûr qu'on ne va pas libérer un tracteur, d'abord parce que pour que les médias arrivent pour filmer l'incendie du tracteur, ça prendra un certain temps. Donc on brûle des voitures, et c'est plus médiatique et spectaculaire. Mais cette violence, elle est partout dans la société. Et si on pensait qu'on pourrait éradiquer le phénomène de violence simplement par des mesures autoritaires, sécuritaires, répressives,
eh bien, je pense qu'on s'apprête à des jours très très difficiles. Alors justement, c'est le dernier chapitre de notre discussion. Quelle solution peut-on mettre en place pour faire diminuer ces phénomènes de violence? Pour ma part, j'en vois au moins 5. La première, d'abord, c'est de consacrer beaucoup de moyens dans le domaine de la prévention. Parce qu'on a dit souvent qu'on avait tout fait dans le domaine de la prévention, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on manque d'éducateurs de rue, on manque d'animateurs, on manque d'éducateurs, on manque de médecins scolaires qui peuvent aujourd'hui être les premiers à dépister des comportements un peu déviants. On manque aussi, et là c'est le deuxième volet, de police de proximité, de police qui joue un rôle dans la cité pour faire effectivement arrêter simplement sur le chiffre. Une troisième mesure, c'est d'avoir des mesures de justice qui soient adaptées, des sanctions qui aujourd'hui correspondent effectivement aux délits ou aux faits. Et éviter la prison, dont on sait très bien qu'elle est souvent d'ailleurs un nouveau piédestal pour aller plus loin. Donc il faut des mesures de justice et de sanctions qui soient des sanctions réparatrices et éducatives. Et puis des dernières choses, tout ceci est absolument nécessaire mais n'est pas suffisant. Il faut qu'on redonne une confiance à la jeunesse. Aujourd'hui, de quoi hérite notre jeunesse, que ce soit d'ailleurs dans les banlieues ou dans tous les quartiers et même dans le milieu rural? Quel avenir on leur offre? Et il faut leur redonner donc des perspectives, une place dans la société, et puis considérer aussi que la question de la violence, elle n'est pas simplement le fait de spécialistes, elle est le fait de tous. Comme on l'avait dit au début de l'émission, il suffit de se retrousser les manches et le bonheur, si ce n'est pour demain, il est pour après-demain. Merci beaucoup. Il viendra de toute façon. C'est sur cette note positive que nous allons conclure cette émission. Je vous remercie tous de votre participation et je remercie également le Sénat de nous avoir accueillis ce soir ainsi que le public ici présent. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Zoom Actu.